Vous écoutez Dolce Radio. Bonsoir, je suis Nata Pauline et vous êtes sur Dolce Radio pour ma chronique littéraire La Canopée des mots. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette pause littéraire en ma compagnie. Ce soir, je vous propose une émission autour du roman scientifique. Au sommaire de l'émission de ce soir, la sélection des sorties littéraires de la semaine. Puis je vous parlerai du roman scientifique. Je vous présenterai ensuite mon invité, Olivier Papleux, qui m'a fait l'honneur de bien vouloir m'accorder un entretien. Il est l'auteur d'un roman remarquable, La Vénus de la vallée Mosane. Vous écoutez Dolce Radio. La sélection des sorties littéraires de la semaine. Les grandes vacances arrivent à grands pas, et c'est l'occasion de se préparer à en profiter, et pourquoi pas de naviguer en mer. C'est pourquoi je commence par vous présenter cet ouvrage intitulé « Enfants à bord, bien naviguer en famille » de Julie Mira aux éditions Cernas. Alors Julie Mira est coach nautique, et elle vous accompagne pour passer le cap des questions, des inquiétudes, et embarquer dans l'aventure de la navigation familiale. Son ouvrage vous accompagne dans vos futures navigations, du week-end à bord au projet de grand voyage. Il propose des indispensables et des astuces pour être paré à embarquer vos enfants dans les meilleures conditions. Ces conseils sont adaptés aux différents âges des enfants, depuis la grossesse, de la petite enfance à l'enfance, puis à l'adolescence, ou encore à des enfants atypiques, souffrant de handicap. Il s'adresse aussi aux grands-parents navigants, et il s'accorde aux différents programmes de navigation envisagés. Vous y trouverez aussi de nombreux témoignages de parents et d'enfants, de familles hors du commun au discours réconfortant, et dont les voyages nous illuminent les pupilles. Enfin, tout au long du livre, les illustrations de Julie vous transporteront dans un véritable carnet de bord. Alors pour la petite histoire, Julie Mira, l'autrice, a découvert les jouets de l'optimiste à 9 ans. Plus tard, à 19 ans, elle obtient son diplôme de brevet d'état de voile. Elle devient capitaine de sang à 24 ans. S'ensuivent des années à user ses cirés sur les océans les plus reculés du globe, du Pacifique Nord à l'Arctique, en passant par la mer Baltique, la Méditerranée et l'Atlantique Nord. Après plus d'une décennie passée sur l'eau, en convoyage, à régater des classiques, en tant que marin ou capitaine, ou sur des voiliers d'expédition polaire, en 2019, Julie crée les Marinettes, une structure de coaching dédiée à l'accompagnement des femmes et des couples dans leurs projets de navigation. Elle accompagne aussi la Fédération française de voile dans son programme d'inclusivité. Passionnée de dessin, Julie embarque toujours avec elle son carnet de croquis, ou semelle, encre et aquarelle. Alors je ne pouvais pas passer à côté du prochain livre, qui représente une des valeurs phares du Dolce Group, et qui s'intitule « Être parent d'un adulte en situation de handicap » par Marielle Lachenal aux éditions RS. Ce livre donne la parole à des parents d'adultes ayant un handicap, sans édulcorer ni dramatiser. Ils y racontent l'épuisement, la colère, mais aussi les joies, le respect et l'amour pour leurs enfants, les relations avec les professionnels, le combat pour trouver une place et le regard que pose la société sur le handicap. La définition du bonheur est le prochain livre de Catherine Cusset, aux éditions Gallimard, que je vous propose. Alors le résumé est le suivant. Pour Clarisse, le bonheur n'existait pas dans la durée et la continuité, mais dans le fragment, sous forme de pépites qui brillaient d'un éclat singulier, même si cet éclat précédait la chute. Ève et Clarisse ne se connaissent pas. À leur insu, un lien mystérieux unit ces deux femmes. La première habite New York, l'autre à Paris. L'une s'épanouit entre une vie de famille stable et une modeste carrière de chef. L'autre, ogre de vie, passionnée d'Asie, grande amoureuse, porte en elle une faille qui annonce le désastre. Des années 1980 à nos jours, chacune, face aux aléas du destin, tente de préserver un bonheur impossible à domestiquer. Et enfin, comme chaque année, le Tour de France approche, personne ne peut totalement y échapper en raison de sa couverture médiatique. Et entre nous, hélas. Nous finissons donc avec la énième réédition d'un texte mythique qui raconte la Grande Boucle de 1924 et dans lequel Albert Londres rend hommage au géant du Tour de France. Ce livre donc, le célèbre Les Forçats de la route, par Albert Londres, aux éditions Arléa. Le résumé, que beaucoup de monde connaît déjà, Albert Londres rend hommage au géant du Tour de France dans ce reportage mythique. La Grande Boucle de 1924 y est superbement racontée, avec ses exploits, ses souffrances et ses drames. Ce texte est une référence obligée de la littérature sportive. Je rappelle que la fête des pères approche et que cela pourrait être un très bon cadeau pour les passionnés du Tour de France.
Ce soir, nous allons plonger dans l'univers fascinant des romans scientifiques. Alors, le genre du roman scientifique, également connu sous le nom de science-fiction, est un genre littéraire qui explore les implications de la science et de la technologie sur la société et l'humanité. Les romans scientifiques présentent des éléments scientifiques, bien sûr, souvent spéculatifs ou futuristes, qui sont au cœur de l'intrigue et du développement des personnages. C'est un genre qui met l'accent sur les avancées scientifiques, les inventions technologiques et les découvertes qui vont au-delà des connaissances actuelles. Les romans scientifiques explorent souvent des concepts tels que les voyages interstellaires, les univers parallèles, l'intelligence artificielle, la génétique, les mondes futurs, les dystopies, les rencontres extraterrestres. Ils invitent ainsi les lecteurs à imaginer un monde différent, à réfléchir sur les conséquences éthiques, sociales, philosophiques de ces avancées, et à remettre en question notre perception de la réalité. On peut donc dire que le genre du roman scientifique offre une combinaison unique entre l'imagination, spéculation scientifique, de réflexion philosophique et de divertissement. Il permet aux auteurs d'explorer des idées novatrices, de créer des univers captivants et de susciter ainsi la curiosité et l'interrogation chez les lecteurs. Les romans scientifiques ont une grande influence sur la culture populaire, et notamment à travers le cinéma, les jeux vidéo ou la télévision bien sûr, et ils continuent d'inspirer de nouvelles générations d'écrivains scientifiques. Alors en fait, par convention, les historiens de la littérature et de la culture scientifique s'accordent pour dater l'émergence du roman dit scientifique au milieu du XIXe siècle, sous l'impulsion d'auteurs comme Jules Verne ou George Wells. On a donc un nouveau genre littéraire qui se déploie. Et ce genre, on lui a assigné la fonction de transmettre à un public large des savoirs scientifiques et techniques par le biais de la force romanesque. D'emblée, on sent bien que le roman scientifique apparaît comme singulier, puisque la science est amenée à côtoyer l'art. Alors bien sûr, au départ, c'est un genre qui est marginalisé, puisqu'il n'est ni scientifique ni littéraire. Il n'est qu'un moyen en vue de soutenir l'avènement d'une science populaire. Donc ces romans scientifiques, qui sont également connus sous le nom de science-fiction, sont capables de nous transporter vers des mondes imaginaires. Ces récits vont nous pousser à réfléchir sur les implications de ces découvertes et sur l'avenir de notre société. Les auteurs de romans scientifiques ont cette incroyable capacité à concilier science et fiction, à explorer les frontières de la connaissance, tout en créant des histoires captivantes. Ils nous offrent donc des histoires où les robots interagissent avec des humains, où les voyages dans le temps sont possibles, où les extraterrestres sont nos voisins, et où les avancées scientifiques transforment notre réalité. Donc parmi les grands noms de la littérature scientifique, on peut bien sûr citer Asimov, l'auteur de la série Fondation, qui explore l'avenir de l'humanité à travers les sciences sociales, ou alors Clarke, qui lui nous a bien sûr offert 2001 l'Odyssée de l'espace, une histoire où l'intelligence artificielle défie les limites de la compréhension humaine, et sans oublier Wells et sa fameuse machine à explorer le temps, qui nous transporte à travers les âges. Les romans scientifiques ne se limitent donc pas à nous divertir, ils nous invitent également à réfléchir sur les avancées scientifiques et les défis éthiques qui en découlent forcément. Ils nous offrent une vision spéculative de l'avenir, ils nous incitent à questionner les impacts de nos découvertes sur notre société, sur notre humanité. Mais finalement, on peut également dire que les romans scientifiques ne se limitent pas à explorer l'espace ou le futur. Certains auteurs, comme Crichton, avec Jurassic Park, nous amènent à réfléchir aux limites de la biotechnologie et aux conséquences de la manipulation génétique. Ces récits nous rappellent que la science peut avoir des implications imprévues et qu'il est évidemment important de faire preuve de prudence et de responsabilité dans nos avancées. On peut donc conclure en disant que les romans scientifiques nous offrent une fenêtre sur le futur. Ils nous invitent à réfléchir sur notre relation avec la science, avec les technologies. Ils nous transportent vers des mondes fascinants, tout en nous rappelant les enjeux éthiques et moraux qui accompagnent ces avancées. Mon invité de ce soir, Olivier Papleux, nous a offert un bel exemple du genre avec La Vénus de la vallée Mosane, un superbe roman scientifique. Mais pas que. Vous écoutez Dolce Radio. Ce soir, je reçois Olivier Papleux. Bonsoir Olivier, et merci d'avoir accepté mon invitation sur la canopée des mots. Bonsoir Natapoline. Alors, Olivier, il y a quelques jours, ton 6e roman, intitulé La Vénus de la vallée Mosane, a été publié chez Méo Éditions. Ça se prononce comme ça ?
Oui, oui, c'est ça. Méo, c'est une assez grande maison d'édition bruxelloise, oui. Très bien. MEO, c'est ça, oui. Voilà, bon, bah, on n'a pas répété, hein, je crois que les auditeurs vont vite comprendre. Oui. Alors Olivier, tu es un véritable paradoxe pour une pure littéraire comme moi, puisque tu es agrégé en maths, mais à côté de ça, tu es passionné de lettres et de mots, puisque tu es même champion de Belgique. Donc ça, c'était de Scrabble classique en 2012 et en 2021. 21, oui, Explique-moi, c'est ça, oui. explique-moi ce paradoxe entre... Effectivement, tous mes confrères, disons, qui écrivains, généralement, sont plutôt des littéraires, tandis que moi, je viens du monde des mathématiques. Mais pour moi, c'est vraiment pas un paradoxe parce que on peut s'intéresser à des tas de choses. Et au Moyen Âge, on avait des écrivains, des humanistes qui étaient aussi des scientifiques. Je pense à Descartes, je ne sais pas, moi je pense à Léonard de Vinci qui touchait à tout. Oui, Donc pourquoi pas aimer la science, être scrupuleux et aimer aussi les mots, la poésie. Voilà. Donc je n'aime pas cette tendance qu'on a à dire toi, tu es un littéraire, toi, tu es un mathématicien. Non, moi je m'intéresse un peu à tout. Et puis voilà, on a des fibres pour certaines choses. oui, Et, et voilà pourquoi j'écris. Mais c'est vrai que mon esprit mathématique et scientifique me fait construire mes romans d'une manière différente des autres. Ça, j'ai déjà remarqué aussi. tout à fait. Oui, et puis je te taquine, hein, j'ai commencé comme ça justement pour pouvoir enchaîner, parce que c'est vrai que tu es un Oui, personnage complexe, on voit bien que tu es complètement multicasquette. Parce que si sur ta carte de visite, tu peux sembler sérieux, tu bosses quand même pour la sécurité sociale en tant qu'analyste, on oui. voit que tu caches en réalité, dès qu'on parcourt un petit peu tes œuvres, une âme de clown qui transparaît rapidement dans ton œuvre. Et ton œuvre elle-même, elle est très éclectique, puisqu'elle couvre une palette impressionnante de thèmes. Alors en effet, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore tout à fait, on voit que tu abordes des thèmes personnels, des thèmes intimes comme les souvenirs d'enfance, mais également des thèmes engagés, comme celui de la cause des femmes, de la place de l'homme, de la masculinité, de la puissance de l'amour et de l'amitié dans nos vies. Alors ma première question, t'es un peu loup, t'es un peu phoque, tu le dis Ah toi-même, oui. tu es un loufoque, adepte de loufoquerie. Alors est-ce que tu te définirais plutôt comme un clown blanc ou plutôt l'Auguste au nez rouge? Oh, plutôt un clown blanc, je pense. Oui, oui. Ouais, c'est ce qui m'a semblé, c'est ce qui m'a semblé, mais on se connaît pas encore très bien, donc je préfère, voilà, c'est à toi de me préciser. Alors, Voilà, on a du temps pour se connaître, ça c'est bien. on va prendre le temps en tout cas. Alors, justement, La Vénus de la vallée Mosane, c'est ton dernier roman, c'est le sixième roman, et on Oui, c'est pourrait, mon sixième roman. c'est ça, ouais, et on peut le résumer grossièrement en disant que c'est une enquête philosophico-génético-paléolithique. C'est ce que... Oui, ce sont, ce sont des mots un petit peu savants qui peuvent faire peur, mais effectivement, c'est quand même le roman où j'ai inscrit le plus de scientifiques. Les autres ne sont pas du tout comme ça. En fait, c'est une femme qui tombe enceinte, elle l'annonce à son mari, elle est toute heureuse. Et puis, peu de temps après, par hasard, son mari apprend que ses trois ancêtres féminines sont mortes en couche. Alors, il se demande si c'est un hasard ou si c'est un problème génétique ou autre chose. Et puis là, il se met à la recherche avec leur fils, Emmanuel, leur fils adoptif. Ils se mettent à la recherche d'un éventuel problème Génétique, en fait. génétique, oui, Ouais. c'est ça. Et puis, ils trouvent des choses, il y a quelques indices, et c'est là qu'ils remontent très très loin dans le passé très très lointain de la préhistoire, des hommes de Néandertal et des homo sapiens. Ils apprennent ils ont fait des bébés ensemble à un moment donné et que toute la population européenne possède quelques gènes néandertaliens. Donc les Néandertals, c'est la population des humains qui a existé en Europe juste avant que l'Homo sapiens vienne d'Afrique.
Et oui, c'est ça qu'il y a d'assez extra dans ton livre que je n'ai pas encore eu la chance de lire, mais j'ai quand même un petit peu bossé dessus. En fait, effectivement, on voit que d'un côté, tu interroges les origines, l'évolution de l'humanité, et de l'autre, il y a un postulat que je trouve assez extra et qui m'a donné envie de lire ton livre, et je pense qu'il donnera envie à énormément de femmes et d'hommes, enfin de femmes surtout aussi. C'est ton postulat, à savoir que les organisations humaines préhistoriques n'étaient pas patriarcales et que c'était les femmes qui détenaient le pouvoir. Mais par contre... Effectivement, et c'est un petit peu le thème de mon précédent roman, qui était vraiment un livre engagé féministe. C'est que il est presque prouvé à l'époque, effectivement, que les communautés n'étaient pas patriarcales. Oui, oui. Et c'est tu parles de la fin des haricots, là? C'est ça, oui, oui. D'accord. Oui, le précédent, ouais. Donc ça, c'est pour nos auditeurs. La fin des haricots, donc c'est l'avant-dernier roman donc d'Olivier, dont le thème effectivement principal est le thème de la mère au foyer qui va finalement redécouvrir sa place dans la société grâce au héros Xavier, qui est un fervent défenseur de la cause féminine. C'est bien ça, Oui, Olivier? c'est ça, oui, c'est Ok. ça aussi. Si on peut faire cette parenthèse, l'originalité de ce roman, c'est que c'est justement un homme qui est convaincu de la nécessité justement de l'égalité de la femme et de l'homme, et qui essaye de convaincre une femme qui, elle, semble confortable dans un patriarcat. Et c'est ça qui est original, parce que c'est l'homme qui convainc la femme, et après ils combattront ensemble pour toutes ces causes qui sont importantes. Oui. C'est extra ça. Oui, oui, j'avais tout de suite fait le parallèle et ça oui. m'a donné envie de lire tes haricots. Je pense vraiment que, que c'est des livres voilà, qui sont Oui, mais totalement... il a beaucoup plu. Je suis très heureux. J'ai eu beaucoup de retours pour suivre. Ah bah oui, moi j'ai un tout petit peu, j'ai fait quelques recherches et c'est vrai qu'on le sent tout de suite. L'héroïne Oksana elle a l'air très attachante et je pense qu'on peut vraiment se projeter en elle. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous lire un petit extrait de la Vénus de la vallée Mosane, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je vais tout simplement vous lire les premières lignes, en tout cas une partie de la première scène. Super. J'avais pas fini tout à l'heure le pitch, donc je parlais du père et du fils qui faisaient cette enquête pour sauver leur maman. Et puis voilà, ils vont dans tous les sites d'Europe préhistoriques, et ils recherchent aussi auprès des scientifiques. Et alors le temps est compté parce qu'ils doivent avoir trouvé avant que leur maman accouche. Et donc voilà, ils ont 9 mois pour trouver la solution. Et je ne dis pas si à la fin... ah non, surtout pas. Ils la sauvent pas, évidemment. Voilà, je commence par les premières lignes, tout simplement parce que c'est un beau passage où on voit le père qui est ému de voir sa femme. Ça commence par « Vu du dessus, toutes les personnes ont des grands pieds. Ève m'a habitué à de telles sentences, futiles et saisissantes. Je me dirige vers la fenêtre de toit, d'où elle observe les passants. Détache mon regard de la cambrure de ses reins. Voilà pour le début. » Merci. Ah oui, c'est vrai que oui, ben voilà, j'ai encore plus envie de le lire. Merci. Oui, alors, merci beaucoup, Olivier. C'est un extrait qui donne effectivement bien envie de lire ton livre. Alors, justement, le roman qui t'a donné envie d'écrire petit? Oh ben, quand j'étais plus jeune, comme beaucoup, j'ai commencé par la comtesse de Ségur, de Ségur, pardon. J'ai lu assez jeune, à partir de 9-10 ans, oui. Et puis vraiment, les romans qui m'ont donné envie d'écrire, ce sont les romans de Colette, Claudine à l'école, enfin tous ces romans un petit peu rentre-dedans, féministes et une très belle écriture. Et je pense que c'est Colette, et puis comme auteur masculin, tous les Marcel Aimé qui m'ont donné envie vraiment d'écrire un jour.
Ah, c'est extra. Donc oui, on voit d'où vient ton influence féministe. C'est une des meilleures, hein, quand même. Oui, c'est J'avoue. vrai. Et pourtant, elle n'est pas vraiment féministe, elle était tout simplement libre, voilà. Mais c'est ça, c'est ça. Oui, 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 c'est vrai que oui. c'est un... C'est la bonne définition du féminisme, je trouve. Tout à fait. Et on pourrait en faire une Voilà. disserte sur le féminisme ou pas de Colette. Ouais, ouais. Et justement, à l'inverse, le roman qui te donnerait envie d'arrêter d'écrire. Ouh, c'est difficile comme Oui, c'est question. dur, c'est méchant. C'est méchant, mais récemment, ces 2 dernières années, j'ai lu énormément de romans d'auteurs que je connais en Belgique, beaucoup, beaucoup, pour me comparer, pour voir l'évolution de la langue. Et ce qui m'a donné envie d'arrêter d'écrire, et je ne donnerai pas de nom, c'est certains romans qui étaient édités par de grands éditeurs français que je trouvais vraiment pas bons. Tout à fait. Et là, je me dis, allez, c'est dommage, quoi. On privilégie la notoriété, peut-être le premier roman d'une jeune femme, et puis après, il y a à côté de ça des gens qui écrivent très bien, et on passe à côté. Donc, je reproche, mais le monde est comme ça. C'est vrai. Les éditeurs, ils pensent à vendre. Bien sûr. La qualité, peut-être, passe après. Bon, maintenant, s'il y a la qualité en plus qui fait vendre, il faut le promouvoir, mais il faut. J'ai eu du mal à accepter ça. Maintenant, ça va. Je l'accepte. Ah, moi, je continue à avoir du mal. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis attends, Ouais. nous, en France, on a la palme, hein, quand même. Nous, on a quand même des ministres qui fuguent. Donc, si tu veux, nous, on est bien, hein. Nous, on Ça est quand va. même, voilà, nous, on est sur une crête de vulgarité assez consommée, quand même. Et Ouais. justement, le prochain thème de ton roman, est-ce que tu as déjà une idée du thème? Puisque tes thèmes sont toujours quand même, je trouve, Le très... thème de mon prochain Ouais, roman, oui, oui, j'ai commencé d'ailleurs parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui me documente énormément avant d'écrire. Donc, d'accord, ça fait un an et demi que je lis énormément de livres sur les enfants surdoués. d'accord. Et j'ai commencé mon roman, mais là, je fais une pause parce que je ne sais pas en même temps travailler, promouvoir mon nouveau roman et écrire le prochain. Donc, j'ai laissé ça de côté à mon grand regret. Mais je mets en scène 6 enfants surdoués. Voilà. D'accord. Il va leur arriver, et puis bon, un beau pitch, une belle aventure, et je suis tout excité à écrire. Mais je ne me sens bien que quand j'écris, donc pour moi, c'est la période de promotion du livre, c'est un petit peu frustrant parce que je ne sais pas écrire. Donc Ah, voilà. ouais. Ah, je comprends complètement ce que tu veux dire. Non, et puis c'est comme si tu disais, voilà, à une maman ou à un papa, tu as un nouveau bébé dans les bras et il faut déjà que tu sois en train de concevoir le prochain. C'est pas possible. On ne, C'est un peu ça, oui. on ne Ah oui. mélange pas tout. Voilà, là pour l'instant, tu es, dans ce qu'on appelle le baby bliss. En ce moment, on appelle ça comme ça. Donc là, c'est le baby bliss de la Oui, oui, Vénus. bah, ça aussi, il faut comprendre, hein. Au début, quand on écrit, on rêve un peu, on se dit, j'écris, puis je donne à un éditeur, et puis j'ai fini, je suis célèbre. Non, non. Un livre, même les grands auteurs, même les gens les plus connus, bah, ils doivent aussi bouger, faire des conférences, Bien faire des sûr. dédicaces, passer à la télé. Ça fait partie de l'écriture, hein, si on Bien veut sûr. être lu en tout cas. Évidemment, ouais. Et justement, si tu devais n'emporter qu'un seul livre sur une île déserte pour les 10 prochaines années, attention, 10, hein, pas une. Pas une. Euh, oh, ben, je crois que je reprendrai un Colette parce que c'est vraiment jubilatoire. Je sais pas, je prendrai Colette à l'école, voilà. Je suis d'accord. Voilà, pour revivre mon enfance sur une île déserte. Oui, oui. Ah, je suis tout à fait d'accord. Olivier, merci d'avoir répondu avec autant de spontanéité et de générosité à mes questions. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. Chers auditeurs, quant à vous, je vous rappelle que vous pourrez aller rencontrer Olivier Papleux et vous faire dédicacer votre exemplaire au Salon du Livre des Écuries Royales le dimanche 25 juin. Très bonne soirée. Au revoir Olivier. Au revoir à tous et merci à toi. Merci, c'était un grand plaisir.
Vous écoutez Dolce Radio. Chers auditeurs, cette émission tire à sa fin. Merci d'avoir suivi la canopée des mots en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous avec plaisir mercredi prochain à 21h. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Dolce Radio ou sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous rappelle que vous pouvez aller à la rencontre d'Olivier Papleux au Salon du Livre des Écuries Royales à Bruxelles le dimanche 25 juin. Bonsoir.